J'ai dit une question quand tu montrais effectivement en fonction du contenu en électricité, en CO2 de l'électricité, et combien on obtient de CO2 par kilomètre, je ne sais pas. Il y a une partie qui est liée à la construction effectivement des batteries. Et tu compares l'Allemagne et la France, et c'est la même quantité. Ça, je ne comprends pas très bien. Où est-ce qu'elles sont construites, les batteries? Elles sont construites en Corée. Ah, d'accord. Il faudrait peut-être qu'elles soient construites en France. Oui, ça serait une bonne idée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, si on associe des productions d'énergie intermittentes avec des batteries, est-ce qu'on a de l'énergie renouvelable? Dit autrement, est-ce que le recyclage des batteries permet de recycler 100% des matériaux ou simplement une partie, auquel cas on ne peut plus tellement parler d'énergie renouvelable puisqu'on consomme des matériaux? Alors, effectivement, on consomme des matériaux, ça c'est clair. Le recyclage des batteries, c'est quelque chose qui est en développement. Il y a de la recherche, il y a de l'amélioration de process dessus. J'ai vu des chiffres récemment où en termes des matériaux actifs, on arrive à en récupérer quelque chose autour de 80-90%. Donc le recyclage a un impact clair sur les matériaux quand on est sur un parc stabilisé. C'est-à-dire qu'on a déjà tout installé et puis on est sur le renouvellement. Là, le recyclage peut être très efficace en termes de matière. Par contre, sur toute la phase dans laquelle on est aujourd'hui, on est en train de développer le parc, que ce soit véhicule ou que ce soit stationnaire, la question est la même. Si on est sur un développement du parc, là, le recyclage, en fait, ne change pas tellement la donne. Et il y a un deuxième aspect sur le recyclage, c'est que donc, il peut être très efficace en matière. Après, il faut regarder aussi quels sont les impacts autres des procédés de recyclage, notamment en termes d'effluents et en termes de consommation énergétique. Donc ça, c'est des choses où, je dirais que c'est encore balbutiant, mais il y a des recherches dessus, il y a des progrès, et je pense que les marges de progrès sont très importantes. Oui. Tu as parlé de l'utilisation des batteries pour les voitures. Mais quid de l'utilisation des batteries pour le stockage massif des énergies renouvelables intermittentes et de la compatibilité entre une utilisation à la fois pour ce stockage-là et pour les voitures? Ah, c'est bien, je vais pouvoir utiliser les slides que je n'ai pas montrés. J'ai combien de temps pour répondre à la question? Allez, je prends quelques minutes. Donc, on va faire comme ça. Donc on a fait des calculs pour savoir si on a une certaine pénétration d'énergie renouvelable. On peut analyser la demande résiduelle, c'est-à-dire la production renouvelable, non pilotable, moins consommation. Et à partir de cette demande résiduelle, regarder combien il faut déplacer d'énergie à différentes échelles de temps pour les lisser. Donc, qu'est-ce qu'il faut déplacer pour lisser sur un jour, sur une semaine, sur un mois, sur un an? Là, je les ai mis en heures de consommation. Donc, dans un cas, on a sans réserve, c'est-à-dire qu'on a que la consommation, que l'intermittent de la consommation. Là, le mix-volt et le mix-ampère, c'est ceux de la RTE, je pense que vous connaissez. Donc, on voit que les quantités à déplacer sur un an sont finalement assez proches. Parce que si le photovoltaïque produit plus en été, l'éolien produit plus en hiver, ça se compense relativement. Par contre, sur toutes les durées intermédiaires, plus on rajoute des énergies renouvelables intermittentes, plus il faut stocker. Ce stockage, on peut le faire avec quoi? Oui. Je vois encore clair. Sans énergie, tu veux lisser sur un an, ça n'a aucun sens. Donc sans énergie, c'est la consommation seulement.
Si on voulait lisser la consommation sur un an, et je pense que tu vas comprendre, si on voulait lisser la consommation sur un an, il faudrait déplacer 800 heures. Alors déplacer 800 heures, on ne va pas le faire avec des batteries, hein. C'est clair, d'accord. En fait, c'est là que j'arrive. Les flexibilités qui permettraient de faire ça, il y a quoi? Il y a la gestion de la demande. Aujourd'hui, c'est de l'effacement. L'effacement, en 2017, il a représenté 1,2 heures de consommation. Il y a les steps. Les steps, c'est 2 heures. Si on considère l'ensemble du stock de tous les barrages, c'est 30 heures. Et si on considère finalement ce qui est notre principale flexibilité, c'est-à-dire choisir quand est-ce qu'on arrête les centrales nucléaires, et si on dit qu'on choisit de déplacer 10% de la production en temps, ça représente 1000 heures de consommation. Donc finalement, tout ça, on le fait en choisissant, en pilotant le nucléaire. C'est ça que ça veut dire. Par contre, si les énergies renouvelables augmentent, que le nucléaire baisse, il y a un moment, il va falloir faire avec autre chose. Et alors, qu'est-ce que... Oui, alors... Si on regarde ces valeurs-là, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en termes de rendement, retour sur investissement énergétique, et en termes qui sont liés économiques, les batteries sont cohérentes à l'échelle de la journée. Elles le sont tout de suite beaucoup moins quand on va vers les échelles supérieures. Déjà à partir de la semaine, on a du mal à imaginer que ça va être possible de stocker dans des batteries. Maintenant, on peut regarder ça et comparer avec les voitures. Si on a une voiture qui a 8 kWh de batterie, si c'est un hybride, ou 50 kWh si c'est un véhicule tout électrique, et qu'on compare avec les besoins, je les ramène à l'échelle d'un foyer. À l'échelle d'un foyer, sur un mix avec à peu près 50% de NR, il faut stocker 4 kWh à la journée, il faut stocker 30 kWh à la semaine. Et je compare ça, le 8 avec le 4, le 50 avec le 30. En gros, c'est ça. En gros, si j'ai un plug-in hybride, j'ai assez d'énergie dans mes batteries de voiture pour stocker à la journée. Si j'ai un tout électrique, qui est déjà moins pertinent en termes global, j'ai à peu près ce qu'il faut comme énergie pour stocker sur plusieurs jours. Et sur plusieurs jours, c'est aussi moins pertinent à l'échelle globale. Donc c'est comme ça que je répondrai à la question. Oui, bonjour. J'avais une question complémentaire par rapport à cette démonstration, le fait de prendre un lissage sur une journée. Donc moi, je pose la question, je vais prendre pas forcément de l'éolien, mais du photovoltaïque. Ce sont les nuages et le nombre de cycles. C'est-à-dire sur une journée de soleil de 6 ou 8 heures, j'ai fait des études actuellement statistiquement, j'ai l'équivalent d'une centaine de cycles où je redescends à 50%, surtout si nous allons dans des zones qui ne sont pas les zones rouges qui est dans mon papier, mais dans les zones qui se rapprochent de la Baltique, si on est au 40e parallèle, etc. Donc vis-à-vis des batteries, là, en donnant votre journée, vous occultez tous ces problèmes de cycle que vous avez mis en lumière sur la première partie de votre exposé. Alors c'est là où... donc quelle est la durée de vie de ce type de batterie pour faire du stockage de photovoltaïque infrajournalier, en particulier sur la variabilité liée au nuage ou à toute perturbation. Alors là, il faut revenir sur la définition de cycle. En fait, ce que j'appelle un cycle, c'est que la batterie charge et décharge l'équivalent de toute l'énergie qu'elle peut embarquer. Ça, c'est ce que j'appelle un cycle. Vous, quand vous avez un petit nuage qui passe, ça fait une quantité d'énergie qui est très faible par rapport à ce que la batterie est capable de stocker, qui est dimensionnée pour la totalité de l'ensoleillement de la journée. Donc c'est des microcycles que vous avez. Vous les appelez microcycles? Oui, ça c'est ce que j'appellerais des microcycles. Et on a vu au début, alors je ne sais pas si je vais réussir à retenir jusqu'au début, mais on a vu que quand on va sur des microcycles, en fait on a une durée de vie beaucoup plus importante. Oui, vous coupez 10%, alors que le nuage fait jusqu'à 50%. Non, mais 10% d'énergie, hein. Pas en puissance. C'était... Voilà. Là, on est sur de la profondeur des charges, c'est 10% en énergie, c'est pas 10% en puissance. Ça peut être la totalité de la puissance, et là, on est
est sur des millions de cycles. Je me donne la parole, parce que moi je voulais rebondir sur le point d'avant, parce que c'est quand même toujours une norme, c'est pas la peine de revenir sur les graphiques. Je me pose toujours une question, ça me trottine dans la tête à chaque fois ça. Quand on parle d'utiliser la batterie d'un véhicule électrique pour faire du stockage, pour ramener sur le réseau, moi j'ai acheté un véhicule électrique, c'est pour rouler avec. Alors quand je vois, je ne vais pas non plus surdimensionner ma puissance installée chez moi pour la charger rapide, donc je la charge avec 3 kW/7. J'ai envie de rouler quand j'ai envie de rouler. La nuit, souvent, c'est plutôt de la charge. À la limite, la nuit, je pourrais redonner de l'électricité, mais à mon avis, ça ne servirait à rien. Donc, j'ai acheté j'ai beau être, je veux bien être un patriote, mais j'ai acheté un véhicule pour m'en servir et pas pour faire un organe de stockage d'énergie. Alors, je pense que tu dis, j'essaie de dire, oui, je te laisse. Allez, je commence et puis, ouais, vas-y. Oui, pour enchaîner sur cette question de l'utilisation des véhicules électriques comme stockage, enfin sur les usages bidirectionnels, on voit quand même que si on a une batterie de 50 kWh, on peut quand même trouver assez facilement les 4 kWh que vous dites comme nécessaires pour la modulation journalière. Mais ma question, c'est de savoir si vous avez des éléments d'information sur l'impact que peut avoir une telle utilisation sur la durée de vie de la batterie. Parce que les constructeurs disent que ça n'a pas d'impact significatif, c'est marginal. Est-ce que c'est votre sentiment, compte tenu des travaux que vous avez pu faire? Alors, c'est pas les mêmes questions. Je vais commencer par le fait de est-ce que j'ai envie de mettre mes électrons sur le réseau ou je vais les garder pour moi parce que quand même je les ai payés. Ça se passe différemment suivant qu'on est en véhicule tout électrique ou en hybride rechargeable. Si je suis en tout électrique, effectivement, je branche ma batterie, on prend de l'énergie, je ne l'ai plus pour rouler. Donc, je peux être embêté parce que j'avais envie de repartir juste après et puis ma batterie est plus. Si je suis en hybride rechargeable, si on est statistiquement, je ne vais pas repartir, on prend de l'électricité, et puis finalement j'ai quand même envie d'y aller, et bien c'est pas grave parce que j'ai le moteur thermique au cas où. Ça c'est un point. L'autre point, c'est que si le réseau a réellement un intérêt à utiliser les batteries, il y a des choses à inventer pour d'une part faciliter la vie aux utilisateurs et d'autre part les inciter à effectivement se brancher et autoriser l'utilisation de leur batterie. Parce que le réseau, ça fonctionne avec des prix d'achat, des prix de vente d'électricité. Et si le réseau, s'il y a une valeur pour le réseau à prendre de l'électricité sur la batterie à un moment pour la remettre plus tard, une partie de cette valeur peut servir à rémunérer le propriétaire. On va créer une CSPE bis. Et alors l'autre question qui est différente, c'est sur la durée de vie. Je dirais que ça c'est assez évolutif, c'est-à-dire que aujourd'hui j'ai pas le recul pour dire si la batterie qui est dans votre voiture que vous avez déjà, elle va être impactée un peu ou presque pas ou moyennement par la recherche bidirectionnelle. Par contre, ce qui semble clair, c'est que les progrès vont dans le sens d'une bien meilleure durée de vie, d'une bien meilleure sécabilité. Jusqu'à il y a quelques années, ce qu'il y avait dans les véhicules, c'était des batteries qui faisaient 500-800 cycles, et maintenant on est plutôt facilement en idée. Donc on a des progrès assez nets de ce point de vue-là, et je pense que même si peut-être c'est encore un problème aujourd'hui, ça ne devrait pas rester. Je voudrais parler des solutions hybrides un peu personnelles, parce que c'est ce que j'ai choisi. C'est une petite voiture électrique, la Peugeot Ion, dont on parle très peu, qui est très pratique pour tout ce qui est l'utilisation justement des 30 km par jour, ou de 50, elle a une autonomie de, si tout va bien, 120 km. Donc c'est vraiment pas grand-chose, mais dans la vie normale, ça fait quand même certainement 80% du temps. Et pour des voyages plus longs, là j'ai choisi une petite voiture à essence, une Citroën C3, donc qui était. Et le prix total que j'ai payé fin de l'année 2017, c'est moins cher qu'une voiture hybride. Donc vous avez une hybride avec deux carrosseries. Voilà. Alors
J'avoue que c'est une solution de confort, parce que la voiture à essence, je pourrais la louer, mais c'est plus pratique de l'avoir chez moi quand j'ai envie. Mais la question que je me pose, pourquoi est-ce qu'on la Peugeot Ion est très peu utilisée? Et c'est une solution, une petite voiture électrique et n'est pas tellement forcée dans les publicités, dans la politique de consommation. C'est peut-être une solution actuellement dans le parc de voitures qui existe, qui me paraît assez optimale. Alors effectivement, là où je vous rejoins, c'est qu'on va trop, et c'est la demande du consommateur, vers des voitures très grosses, très lourdes, qui consomment beaucoup, et du coup avec beaucoup de batterie, etc. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Tesla a versé. Après, une voiture qui a 120 km d'autonomie, elle va satisfaire que 80% des besoins d'une personne. Et généralement, c'est pas ça que les gens cherchent, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'il faut chercher des solutions autres. Après, le fait qu'une Peugeot Ion plus, je ne sais plus quelle, une C3, ce soit moins cher qu'une hybride, ça c'est quelque chose qui devrait changer, normalement. Si les constructeurs s'attaquent suffisamment sérieusement à l'architecture de l'hybride et à optimiser tout ça sur une voiture pas surdimensionnée, logiquement ils savent faire très très bien baisser les coûts. Moi j'ai une remarque un petit peu. Je connais cette courbe de l'ADEME que tu as donnée depuis longtemps, elle est sur le web. Le problème, c'est que généralement, je vais remarquer que les chiffres de l'ADEME étaient quand même souvent fortement biaisés parce que par l'idéologie de l'ADEME qui est effectivement très hostile à la voiture par